une production Noyau Studio. Vous écoutez Vision, un podcast sur la photographie contemporaine. Le podcast que vous allez écouter maintenant a été réalisé avec l'aide précieuse de notre sponsor MPB, qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne qui propose le moyen le plus simple, sûr et responsable d'acquérir, de revendre ou d'échanger du matériel photo ou vidéo. C'est un partenariat qui est important pour Vision car il permet de continuer à faire vivre le podcast et à vous proposer toujours plus de contenu de qualité surtout. Pour tester MPB, vous pouvez utiliser notre lien qui est dans la description de ce podcast, qui est aussi sur notre site vision.photo. Bonne écoute. Une œuvre qui a été importante pour moi, c'est une photographie objet. Donc c'est une photo où déjà je sors de l'impression papier et qui s'appelle The Blue Marble. C'est une fausse vue du clair de terre depuis le sol de la Lune. Donc l'idée c'était de reprendre en fait sous forme d'installation une image d'archive de la NASA, donc qui représentait cette vue, ce premier clair de terre qu'on voyait pour la première fois. Et donc j'ai fait toute une image composite qui représente notre planète et qui est donc imprimée sur un marbre bleu. L'idée c'était vraiment de trouver un support qui rentrait en écho avec le titre de l'œuvre. Et donc The Blue Marble, ça veut dire la bille bleue, donc la planète Terre, mais ça veut aussi dire le marbre bleu. Donc j'ai fait une impression sur marbre que je suis ensuite venue poser sur un socle qui est en fait une énorme roche que j'ai fendue et qui est là pour signifier le sol de la Lune. Donc c'est une œuvre qui a une importance aussi dans mon travail parce que je pense que c'est un vrai déclic, un passage entre mon travail qui était orienté avant sur l'astronomie et maintenant qui est vraiment très engagé écologiquement. Et c'est vrai que j'ai lu beaucoup de témoignages d'astronautes en fait et qui racontent cette sensation de voir la Terre depuis l'espace pour la première fois. Et souvent pour eux c'est un moment déclic où ils deviennent encore plus, ils prennent une conscience écologique plus forte et ils se rendent compte de la beauté de la planète sur laquelle on vit. Et pour moi, c'était déjà une autre façon de regarder notre planète et de me dire que je voulais plus me concentrer là-dessus que finalement sur l'espace. Je suis Manon Langouer, je suis artiste visuelle. J'ai grandi dans un théâtre, ce qui a beaucoup marqué ma pratique artistique. Donc j'ai grandi dans un théâtre parisien. Je voyais beaucoup de spectacles depuis les coulisses. Donc j'ai eu un rapport assez privilégié à la construction de décors, au spectacle vivant et vraiment au concept de mise en scène qui est quelque chose qui est très important pour moi et qui est vraiment central dans ma façon de travailler. Tout ce temps passé dans ce grand théâtre, j'ai cherché pendant plusieurs années, pendant mon enfance, différents types d'écriture pour pouvoir mettre en scène justement des histoires et des choses, des récits que je voulais raconter. Et donc j'ai tâtonné et progressivement ensuite je me suis formée, d'abord en histoire de l'art, avant d'intégrer une école de photographie, les Gobelins. Mon premier souvenir photographique, il est lié à mon papa, puisque donc j'expérimentais plein de choses différentes, mais sous forme de jeu, vraiment quand j'étais enfant. Je voulais raconter ces histoires. Donc je faisais des petites scénettes, des petits spectacles, des livres. Et c'est mon papa, qui est amateur photographe, vraiment passionné, qui m'a incité à essayer ce médium en me disant que c'était probablement un bon outil justement pour pouvoir mettre en scène des récits. Et donc ce premier souvenir photographique, c'est probablement nous qui nous réveillons à 5h du matin pour voir le lever du soleil sur le Frémur, qui est un cours d'eau qui se jette dans la mer à côté de chez moi. Et donc c'est assez cliché, mais j'ai toujours ces photos-là qui sont
pas incroyable, mais c'était vraiment ma première sortie avec mon papa, mon premier appareil photo, et c'est le premier souvenir que j'ai, c'est une photo de mer. Une de mes grandes inspirations, influences, même si c'est pas forcément textuel et qu'on le retrouve pas de manière très évidente dans mon travail, mais ça a été la découverte des œuvres de Pina Bausch, qui travaillait donc avec son mari qui s'appelle Rolf Burzig. Et qui était donc le scénographe. Ils ont un rapport à la nature qui pour moi était très intéressante. Tout ce qu'ils font est très frontal et très épuré. On revient à des émotions qui sont vraiment primaires, et il y a ça qui se retrouve aussi dans les décors qui sont toujours complètement grandioses. Ça peut être, je sais pas, des milliers d'œillets qui sont positionnés sur scène, ou des espèces de mini-montagnes ou des blocs de terre en fonction des spectacles. Donc ils ont un rapport à la nature et au concept d'état naturel qui est assez inspirant. Donc déjà d'un point de vue décor, pour moi c'était vraiment très fort visuellement, et surtout elle rentre toujours dans une délicatesse dans son rapport au mouvement du corps, et je pense que ça a beaucoup inspiré mes portraits de la série Demande à la poussière notamment, où je me suis vraiment inspirée des gestes de ces chorégraphies. Je pense que la manière dont je travaille donc avec différents médiums, j'ai beaucoup de mal à l'expliquer pourquoi. Je le fais de manière très instinctive. C'est parce que c'est comme ça que je sais travailler. Je pense que ça reproduit inconsciemment beaucoup les méthodes de travail pour de la mise en scène au théâtre, où on construit un décor, ensuite on appelle des comédiens, on les fait jouer, et ensuite on a l'auditoire qui est là pour voir ce qu'on a créé. Et je pense que finalement ma façon de faire de la photo, ça ressemble un petit peu à ça. C'est que j'écris beaucoup en amont, je prépare comme on ferait un spectacle ou un film, je vais écrire un storyboard, je vais faire des croquis, même si je dessine très mal. Je vais construire ensuite soit mes petites maquettes, soit des gros décors en fonction des projets. L'échelle est jamais tout à fait la même. Et il n'y a pas d'explication de pourquoi je fais comme ça. Je pense que c'est vraiment très instinctif. Et voilà, et ça participe du fait aussi que je me considère pas comme photographe, mais vraiment comme artiste visuel, même si la photographie reste le médium principal. Oui, je pense que la photographie, pour moi, c'était pas suffisant. Il me manque quelque chose. Je pense que c'est aussi d'avoir découvert au théâtre des œuvres si complètes où le texte vient augmenter la chorégraphie, vient augmenter la musique, etc. Je comprends pas pourquoi je voudrais me priver d'apporter d'autres éléments que la photographie. J'ai un attachement très particulier aussi au texte. J'aime vraiment, dans mes projets, je raconte des histoires, et donc de passer aussi par le texte, c'est quelque chose qui est très important pour moi, d'autant plus pour travailler ce que j'appelle le leurre photographique. Donc l'idée, c'est vraiment de tromper le regardeur, et ça passe aussi beaucoup par l'utilisation de légendes. Donc c'est vrai que juste la photographie, moi je n'ai pas les capacités de raconter des choses en utilisant que ce médium-là, et j'ai besoin d'apports autres pour que mes idées arrivent à exister. Et toujours du fait que je vienne un peu du milieu théâtral, c'est vrai que même quand je réfléchis mes photographies, je pense tout de suite à comment elles vont être présentées dans un espace d'exposition, quel type de lumière choisir, est-ce que je présente du son aussi, et essayer de créer quelque chose qui est vraiment immersif. Donc c'est vrai que juste avec la photographie, il me semble que c'est plus dur d'arriver à cet objectif-là. La construction, en fait, dans mes projets est vraiment hyper importante. Donc, que ça soit la construction formelle, mais aussi la construction d'un point de vue propos et ce que je vais raconter. Donc, j'aime bien dire que je suis en quelque sorte artiste-chercheuse. Donc, pour la plupart de mes projets, en fait, je vais travailler avec des scientifiques pendant 1 an avant même de commencer à réfléchir à comment je vais traduire toutes ces données scientifiques que je collecte
en un projet visuel. Donc il y a vraiment cette notion de recherche scientifique sur des thématiques écologiques assez engagées. Et après toute cette phase de recherche, je vais rentrer dans d'autres phases. Donc la recherche des matériaux les plus pertinents, c'est quelque chose qui est devenu assez importante dans ma démarche ces dernières années. Donc essayer de trouver des matériaux qui sont respectueux de l'environnement, qui rentrent aussi en écho avec le propos de la série, donc utiliser du plastique, des déchets plastiques quand on parle de pollution plastique, ou l'exemple du marbre bleu, voilà, quand on parle de Blue Marble, enfin voilà, essayer que tout rentre en écho, c'est très important, et ensuite voilà, la recherche formelle, quelle forme l'œuvre va prendre, est-ce que ça va être plus de la sculpture, est-ce que ça va être un peu plus de la photo, est-ce que ça va être des objets hybrides qui mélangent les deux, et ça c'est vraiment des choses qui arrivent au fur et à mesure après avoir discuté avec les scientifiques, expérimenté des nouveaux matériaux, ce qui fait que tous les projets sont tous assez différents et que je me spécialise vraiment jamais dans une pratique et que tout le temps je dois réinventer ma manière de travailler. Donc au fur et à mesure je découvre la 3D, tel type de sculpture, enfin voilà, c'est tout le temps, c'est un peu une pratique qui est en permanente évolution, quoi. Je pense que je suis curieuse et aussi beaucoup, j'imagine être quelqu'un qui peut me lasser un tout petit peu, et je pense que ça participe du fait que j'ai pas envie, enfin, et je l'ai toujours dit et je l'ai toujours su, j'ai pas envie d'être photographe entre guillemets toute ma vie, et en fait je m'interdis rien du tout, je mets pas de limite à ma pratique. Donc si dans 10 ans je dois être metteur en scène pour le théâtre, si j'y arrive et que j'ai envie, pourquoi pas. Et oui, ça vient de la curiosité, et surtout si je veux tout le temps changer la manière dont je travaille aussi, c'est pour trouver la forme qui correspond le mieux à ce que je veux raconter. Et je trouve que de temps en temps, la photo, elle va être moins pertinente qu'un autre médium pour parler de telles problématiques, et à contrario, que la sculpture sera pas du tout pertinente pour parler d'un autre aspect, et que la photo sera bien plus à même de le faire. Et si je change tout le temps de médium aussi, c'est pour essayer d'avoir la vision la plus juste de ce que j'ai envie de raconter. Ma fascination pour les sciences, pareil, je ne saurais pas trop l'expliquer. J'ai passé beaucoup de temps enfant la tête dans les encyclopédies scientifiques. Je trouve les illustrations scientifiques complètement incroyables, tellement belles. Et je pense que les sciences me fascinent parce que c'est une façon de comprendre aussi, que ça soit la biologie ou l'astronomie, c'est une façon de comprendre le monde dans lequel on prend place, quoi. Et c'est pas juste traverser la vie et traverser la nature sans comprendre comment les choses autour de nous s'organisent. Donc ça vient plutôt, je pense, de ce genre de questionnement. Et mes premiers projets étaient très inspirés de cet astronome du 19e siècle qui s'appelle Camille Flammarion, et qui disait donc, dans un de ses livres, « N'est-il pas utile de savoir au moins sur quoi nous marchons ? Quelle place nous occupons dans l'infini ? Quel est ce soleil dont les rayons bienfaisants entretiennent la vie sur Terre ? Quel est ce ciel qui nous environne ? Quelles sont ces nombreuses étoiles qui, pendant la nuit obscure, répandent dans l'espace leur silencieuse lumière ?» Donc voilà, je trouvais ça très intéressant, et depuis ces découvertes de cet homme-là qui se questionne sur la place de la planète dans l'espace, moi après mon travail, il s'est aussi orienté sur nous plutôt, l'humain, quelle place on prend dans l'environnement. Camille Flammarion, c'est une découverte que j'ai dû faire, je pense, quand j'étais à la fac, parce que je me suis beaucoup intéressée à l'histoire des sciences, qui est intimement liée à l'histoire de la photographie. Et je pense que c'est par hasard aussi que j'ai fait ces découvertes quand j'ai commencé à m'intéresser aux premières images astronomiques photographiques, et donc qui étaient forcément liées à l'Observatoire de Paris, pour lequel Camille Flammarion a travaillé avant de s'en éloigner et monter son propre observatoire.
La relation, c'est deux pratiques qu'on pense très éloignées et complètement opposées. Or, ça ne l'est pas du tout. Quand on étudie l'histoire de la photographie, on comprend bien que la photo, au début, c'est une pratique mécanique, c'est une pratique scientifique qui demande énormément de compétences. Au début, c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui avec le numérique et le film qu'on rentre dans le boîtier. Ça demandait quand même des connaissances assez poussées en chimie. Une autre manière encore d'aborder la lumière parce que c'était vraiment beaucoup moins sensible. C'était une pratique qui demandait aussi des connaissances en optique. Et donc pour moi, en fait, finalement, la naissance de la photographie, il me semble que c'est la petite sœur un peu de l'astronomie et de la lunette qu'est le télescope ou de la microscopie et le microscope. Et pour moi, les deux sont très liés. Et par ailleurs, la photographie, à ses tout débuts, était très utilisée dans les pratiques scientifiques, justement pour conserver des traces de spécimens étudiés qu'on ne pouvait pas conserver dans des bocaux avec du formol. Donc, par exemple, l'astronomie ou les choses microscopiques qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc, les deux étaient vraiment liés. Donc, moi, quand j'ai commencé ma pratique photographique, l'idée, c'était vraiment de réactiver en gros ces images, mais de manière contemporaine et de réactiver un peu, entre guillemets, l'histoire de la photographie. La photographie était très documentaire, effectivement, et surtout dans son application avec les sciences, mais pas que, parce que même dans les pratiques scientifiques, en fait, il y avait déjà cet aspect de mise en scène et de photographie construite. Par exemple, Nasmyth, pareil, un astronome photographe. Comme la photographie n'était pas encore assez développée pour pouvoir avoir une bonne photo nette de la Lune au 19e, les plaques n'étaient pas assez sensibles, Pour plein de raisons techniques, en fait, il faisait des observations à la lunette astronomique et ensuite, il a construit un énorme plâtre, je pourrais pas dire la taille, mais au moins 1,50 m, il me semble, 1,50 m de diamètre, donc de la Lune. Donc au fur et à mesure de ces observations, il prenait des notes, des croquis. Ensuite, il a reconstruit en volume ce qu'il voyait dans la lunette pour ensuite photographier son volume et pour pouvoir médiatiser cette image qui était à l'époque impossible à avoir en direct. Donc il y avait quand même la notion de documenter, mais la notion de mise en scène existe tout de même depuis les débuts de la photo. Bleu glacé, c'est mon premier projet que j'ai réalisé en 2007 au retour d'un voyage en Islande, qui est un voyage, comme tous les voyages que je fais, que je prépare en lisant les écrivains du pays. Et donc là, en l'occurrence, j'avais beaucoup lu John Kalman Stephenson, qui écrit des romans, mais aussi énormément de poésie. Donc je me rends dans ce pays, je fais un maximum de photos qui, en fait, ont été vraiment marquées par la lecture de ses livres. Je pense que j'ai vraiment photographié à travers ses textes et ses yeux à lui, entre guillemets. Et donc, je rentre en France, je développe mes films et je trouve que tout ce que j'ai fait n'a aucune espèce d'intérêt. Je trouve ça assez plat, je trouve qu'il ne se passe pas grand-chose. Et je commence à réfléchir sur comment retranscrire tout ce que j'ai vécu autrement. Et donc, autre chose qui m'avait vraiment marqué dans ce pays, c'est la manière dont les gens font du tourisme, parce que c'est un des pays où il y a le plus de touristes là sur les 20 dernières années. Je crois que le nombre de touristes, il est 6 fois supérieur au nombre de la population. Donc c'est assez effrayant et c'est un tourisme qui n'est pas très respectueux de l'environnement, alors qu'on vient dans ce pays justement pour être au plus proche de la nature. Donc je voyais par exemple des cars de plusieurs centaines de personnes débarquer dans un lieu le matin qui était un lac d'iceberg et qui est absolument magnifique. Et moi je m'y étais rendue très tôt en stop, il n'y avait personne. Et d'un coup on arrive, il y a 500 personnes qui essayent de caresser des phoques, qui piétinent les paysages sur lesquels on n'a pas le droit normalement de marcher. Et donc là me vient l'idée de recréer ces choses-là et se dire qu'en fait on est beaucoup trop nombreux à aller dans ce pays. Et voilà, et me vient l'idée de créer un voyage imaginaire
complètement reconstruit en studio et qui se proposerait en fait comme une alternative au tourisme de masse. Et donc il propose de continuer à imaginer richement ce pays, mais pas y aller tout de suite, attendre qu'il y ait une nouvelle destination à la mode pour pouvoir y retourner, en étant respectueux de l'environnement. Et donc voilà, les 3 pièces un peu emblématiques entre guillemets de cette série sont des paysages assez représentatifs des paysages islandais. Donc on a les icebergs, la cascade, le geyser, que j'ai donc réalisé, qui sont des gros volumes, des grosses sculptures que j'ai réalisées à partir de matériaux plastiques de récupération. Donc des chutes d'ateliers de décors de théâtre justement qui se servaient plus de certaines parties. Donc voilà, il y avait déjà cette idée avec ce premier projet de travailler le matériau pauvre qui ne sert plus, qui va partir à la benne pour créer une sculpture et ensuite une photographie avec déjà l'idée de faire réfléchir à notre consommation de ces matériaux puisque ils se retrouvent pour la plus grande part dans la nature et ils ne sont pas récupérables. La série se construit sous forme d'un faux lexique scientifique, puisque l'Islande, c'était un pays qui a été énormément traversé pour des missions scientifiques, des études météorologiques, beaucoup. Donc l'idée, c'était de faire un listing de tout ce qu'on étudierait potentiellement dans ce pays aujourd'hui. Donc des spécimens d'humains, entre guillemets, les spécimens animaux, les différents types de paysages donc, que j'ai mentionnés, cascades, icebergs et geysers, mais aussi des études météorologiques, donc différents spécimens de nuages, différents spécimens de types de glace et de carottage de glace. Donc voilà, c'était faire une fausse étude scientifique un peu en hommage au premier voyage du coup dans ce pays qui ont forcément conduit au fur et à mesure à donner envie à d'autres gens d'y aller et jusqu'à ce qu'on arrive justement à une pratique de tourisme de masse. Le projet a une importance un peu primordiale sur la manière dont après j'ai continué à créer les autres projets. C'est que tout de suite, quand j'ai comparé ce que j'ai fait en studio avec ce que j'avais réalisé sur place, j'ai compris que mon écriture photographique ne pouvait pas être de l'ordre du documentaire et de la prise de vue réelle, entre guillemets, et que moi, en fait, ma vraie écriture, c'était ça, reconstruire des choses, travailler sur l'imaginaire et comment aussi l'imaginaire peut nourrir l'idée d'une sensibilisation sur des problématiques plus larges. Bleu glacé, il a été suivi ensuite en 2017 par un projet qui s'appelle Demande à la poussière, qui est assez différent en fait à vrai dire de tout mon travail de manière générale. C'est de nouveau une fiction, mais là c'est une fiction qui est quand même beaucoup plus linéaire, avec un début et une fin entre guillemets. C'est un projet que j'ai construit sur 1 an et qui raconte une catastrophe naturelle, donc la foudre qui s'abat sur le toit d'une maison et les protagonistes de l'histoire donc qui font face à la perte. C'est jamais dit si c'est la perte d'un habitat, d'une personne qui leur est chère, mais donc suite à cette perte, on a toute cette resurgence des souvenirs. Et donc, pour ce projet, l'idée, c'était pas uniquement d'écrire cette petite histoire, c'était via cette histoire aussi questionner l'écriture photographique et le médium photographique de manière générale. Donc, rapprocher le phénomène de la foudre du phénomène photographique, puisque si on se fait foudroyer à côté d'un mur, et en fait, on va laisser notre empreinte sur le mur. Donc, c'est déjà un phénomène de photographie un petit peu. En montrant cette catastrophe et donc le trop-plein de lumière qui correspond justement à ce phénomène lumineux, c'est questionner l'écriture avec la lumière, donc, qui est la photographie. Donc on a beaucoup de portraits qui sont très surexposés de manière volontaire évidemment, des accidents photographiques de rideaux qui est mal synchronisé, donc pareil avec des gros puits de lumière en quelque sorte, ou des accidents chimiques. Donc il y avait vraiment la notion d'accident dans la fiction qui est rapproché de l'accident photographique. Et donc, puisqu'on parle de perte et qu'on se souvient souvent quand on perd une personne qui nous est chère, il y a tous les souvenirs qui remontent. La série, de manière générale, questionne
le fait de vouloir figer justement et écrire les souvenirs. Et est-ce qu'on peut faire confiance à tout type d'écriture dans la constitution d'une mémoire? Et donc là, plus précisément, est-ce qu'on peut faire confiance à l'écriture photographique dans la constitution d'une mémoire? Puisque voilà, quand il y a un accident ou une photographie mal fixée, etc., ben, les choses disparaissent petit à petit. Pour cette série, le montrer en exposition, ça a été assez un challenge parce que je l'ai montré pour la première fois en 2019 en expo, alors que j'ai terminé la série en 2017. À vrai dire, c'est un travail qui a existé en premier lieu sous forme de livre-objet. Et donc avec une vraie narration. Donc ce livre-objet, c'est toute une collecte des photos que j'ai fait moi, des collectes d'images d'archives de ma famille, de fausses archives scientifiques que j'ai fait, de beaucoup de textes que je collecte depuis des années, que j'ai remis bout à bout pour écrire une nouvelle histoire. Donc il y avait vraiment cette idée de livre avec un début et une fin. Donc sortir justement de ce début et de cette fin pour un espace d'exposition a été assez compliqué. Donc j'ai mûri la chose pendant 2 ans. Et ensuite, je l'ai présenté une première fois à la MEP, puis après de nouveau dans différents lieux. Et à chaque fois, la scénographie a continué d'évoluer. Et l'idée, du coup, dans l'espace d'exposition, est essayer de sortir justement de ce début de fin, ce début et cette fin, et de se concentrer du coup plutôt sur le questionnement par rapport à l'écriture photographique et vraiment mettre l'accent sur la notion de lumière et de catastrophe. Donc je suis venue progressivement à travailler une sculpture sur de la tôle découpée au plasma qui était rétro-éclairée pour vraiment avoir des entrées assez chocs et que les premières visions soient assez saisissantes et que tout de suite les images des portraits brûlés au regard de cette sculpture prennent encore plus sens. Et ça, c'est vrai que ça a été un gros travail de plusieurs années pour essayer d'avoir quelque chose assez impactant en fait visuellement très rapidement aussi. Et ça fait partie aussi de cette problématique et cette envie de vouloir que tout rentre en écho systématiquement. C'est quand on parle de catastrophe et d'un choc visuel que peut être la foudre, j'ai un peu envie que quand les gens rentrent dans l'espace d'exposition, que tout de suite il y ait un élément visuel qui soit ultra fort et qu'on voit que ça essaye de reconstruire, mais en version minime bien entendu, parce que là on est dans un espace d'exposition et c'est une catastrophe naturelle, mais reconstruire vraiment le fait d'être saisi visuellement par un phénomène lumineux fort. Je fais moi-même ma scénographie. De temps en temps, j'ai un oncle scénographe, je lui demande de l'aide, mais c'est plus de l'ordre de la construction. Je pense que Demander à poussière était un projet très particulier puisque c'est le seul qui existait sous forme de livre avant d'exister en exposition. Donc c'est peut-être celui sur lequel j'avais moins de vision sur ce à quoi je voulais que ça ressemble justement dans l'espace, alors que tous mes autres travaux, généralement déjà mon envie d'investir l'espace d'exposition détermine la forme que mes œuvres vont prendre. Donc c'est déjà la scénographie, elle est déjà écrite dans le processus de construction et déjà dans mes recherches en préalable, en même temps que les recherches scientifiques, la dernière série, Les particules, l'ajout de peinture sur les œuvres, il vient vraiment d'une envie scénographique forte qui a fait que j'ai décidé de travailler avec un type de peinture fluorescente. Donc vraiment, les deux sont, pratiquement tous les projets, les deux sont vraiment intrinsèquement liés et se nourrissent l'un l'autre. Et c'est pas quand j'ai terminé un travail, je réfléchis ensuite à comment investir un espace et les deux recherches se font au même moment et dès le début, quoi. Moi, j'aime bien me détacher du caractère mécanique de la photo et c'est peut-être aussi pour ça que je travaille beaucoup en sculpture.
avant de prendre une photo, en fait, et il y a déjà l'intervention de ma main, parce que c'est pareil dans l'histoire de la photographie, dans l'histoire de l'art. La photographie a été pendant très longtemps, et peut-être encore maintenant, à vrai dire, je ne sais pas trop, mais a été très dénigrée, justement du fait que c'était un art mécanique et qu'il n'y avait pas l'intervention de la main et de l'artiste comme en peinture. Or, il me semble que c'est pas du tout, ça n'a jamais été le cas et ça n'est plus du tout le cas. Maintenant, on voit, il y a beaucoup d'artistes photographes qui interviennent sur la matière, voilà, qui trouvent des nouveaux systèmes de tirage où il y a une vraie intervention de la main, ça ressemble beaucoup à la peinture. Voilà, on peut intervenir en sculpture, faire des mises en scène, refotographier ces mises en scène. Voilà, le leurre photographique participe, donc que j'expérimente beaucoup et que plein d'autres ont expérimenté, comme Foncouberta, qui le fait très très bien. Et donc effectivement pour moi le mécanisme de la photo n'est pas un gage de véracité et de certificat d'authenticité comme pouvait le dire Barthes. Mon dernier projet qui s'intitule Les particules, le compte humain du Nokimer, qui est un projet que j'ai commencé en 2021, donc pendant plusieurs mois en faisant des recherches via des lectures scientifiques ou même de littérature pure et dure, et que j'ai ensuite poursuivi sur la goélette scientifique Tara, et donc un projet qui marque vraiment un peu un nouvel aspect dans mon travail. C'est un projet qui porte sur la pollution microplastique de l'océan et l'impact qu'elle a sur les micro-organismes marins. J'avais un rapport toujours très important à la science et nous, à quelle place on prend dans l'environnement. Avec ce projet-là, je sens qu'il y a un glissement vraiment dans ma façon de vouloir travailler, et même pour les prochains projets qui suivront celui-ci. J'ai vraiment envie d'avoir un travail militant qui est là pour sensibiliser aussi à toutes ces questions dont on parle très peu ou mal parfois dans les grands médias. On parle beaucoup de la pollution plastique et très peu microplastique, alors qu'elle représente 99% de la pollution plastique globale. Donc c'est énorme. Et en fait, dès qu'on touche à l'invisible, donc micro qu'on ne voit pas à l'œil nu, et en plus sur des organismes qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas les formes, dont on ne connaît pas l'importance, parce qu'on en parle très peu aussi, pareil dans les médias, eh bien, il me semblait que c'était important aussi, via un travail artistique, de parler de cette problématique pour sortir des images chocs qui représentent cette tortue qui s'étouffe avec un sac plastique, ce qui est tout à fait dramatique aussi, mais qui ne représente pas en fait la globalité du problème. Donc il y avait vraiment cette envie de montrer ça. C'est vraiment sur la goélette scientifique Tara, sur laquelle j'ai embarqué entre Salvador de Bahia et Rio de Janeiro, que j'ai vraiment pris conscience de l'ampleur de ce problème environnemental. Évidemment, pour pouvoir faire cette résidence artistique sur le bateau, il faut faire une proposition de projet. Donc, comme j'étais déjà sensibilisée à la problématique de la pollution plastique, que j'avais déjà abordée très brièvement avec mon premier projet Bleu Glacé, voilà, j'avais l'envie d'utiliser de nouveau des déchets pour représenter des organismes vivants. Et c'est vrai que là, j'ai été assez frappée de toutes les découvertes que j'ai pu faire sur le bateau, et notamment justement de l'importance du plancton. Nous, dans notre organisation, c'est assez saisissant de savoir que en fait, le phytoplancton, donc, qui est du plancton végétal, est producteur de plus de 60% de l'oxygène sur la planète et le plus gros puits de carbone. Et c'est plus que toutes les forêts réunies. Et quand on se rend compte que c'est des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu et qui ont des formes artistiques mais complètement folles, c'est assez saisissant, et j'ai eu envie vraiment de m'emparer un peu, entre guillemets, de ces organismes et les faire connaître du coup au grand public. Leur existence
est presque déjà une forme d'art. C'est super géométrique, c'est déjà des compositions hallucinantes. Et donc j'ai eu vraiment envie de remontrer toutes ces formes sublimes et qu'on s'inquiète plus de l'importance aussi de ce qu'elles produisent pour notre planète. L'idée de ce projet, puisque c'est de parler de la problématique de la pollution plastique, c'est évidemment pas de continuer à participer à la société de consommation du plastique pour pouvoir le faire. Donc j'ai fait pas mal de ramassage de déchets sur les plages, aussi beaucoup dans les poubelles. Donc j'ai collecté un certain nombre de matériaux plastiques que j'ai mis de côté. En même temps d'effectuer une collecte d'images de plancton de référence. Donc j'avais commencé cette collecte sur le Tara. Je l'ai poursuivie ensuite à la station biologique de Roscoff, où j'ai pu faire une petite résidence grâce au prix photographie et sciences de la résidence 1+2, donc dans l'idée de poursuivre le projet. Et donc ensuite j'ai toutes ces collectes d'images et de matériaux, je les ai ramenées dans mon atelier, j'ai fait un énorme mood board et à force de voir ces images constamment tous les jours, j'ai compris que tel matériau plastique pourrait ressembler à telle branche de tel organisme. Et donc j'ai fait un vrai travail assez long de recherche d'analogie entre matériaux et formes de vivants existantes. Et donc pour pouvoir faire les formes choisies à partir de ces déchets, je change constamment de protocole, justement dans l'idée de ne pas continuer à consommer du plastique, parce que certaines de ces formes de vivants ont des structures qui sont assez répétitives. Et donc l'idée n'est évidemment pas d'acheter 25 touillettes à café pour pouvoir faire une pièce. Donc en fonction de ce que je trouvais, ce qui était à ma disposition ou non, je suis passée soit par la sculpture puis photographie, soit par le scan, soit par le photomontage pour pouvoir dupliquer certains éléments, ou par la modélisation 3D qui me permet ensuite aussi, dans l'espace d'exposition, de montrer des sculptures et des objets en volume, puisque l'idée des pièces finales, c'est d'avoir cet herbier qui est un hommage vraiment et une citation très directe au travail d'Anna Atkins, donc qui avait fait cet énorme référencement British Algae, qui est en plus le premier livre photographique fait en cyanotype. Et donc j'ai repris comme elle un système d'étiquettes où à chaque fois je viens écrire le nom de l'espèce que j'ai représentée, en dessous le nom du matériau plastique que j'ai utilisé. Et l'idée est de toujours avoir la même taille d'œuvre finale. Donc là, en l'occurrence, c'est des 20 cm par 20 cm. C'est volontairement assez petit pour toujours rester dans cette dynamique de l'heure photographique, d'avoir des petits objets un peu précieux, jolis, qui donnent envie, où l'on ne puisse pas toujours reconnaître de manière hyper évidente le matériau plastique. Et c'est dans le geste du spectateur de vouloir s'approcher de l'œuvre qu'il comprend finalement à travers la légende qu'il s'agit de déchets plastiques. Et donc avoir aussi la sculpture dans l'espace d'exposition me permet de ramener certains des matériaux à échelle 1 et donner des clés de lecture aussi aux spectateurs un petit peu plus faciles, puisque certaines pièces, les photos sont quand même relativement petites et c'est vrai que certains matériaux peuvent être plus compliqués à reconnaître. Donc déjà dès le début du projet, il y avait l'idée de mettre en regard les volumes avec des choses beaucoup plus petites pour que aussi le propos soit lu et compris, et que ensuite, si le spectateur a envie, dans un autre coin de l'exposition, il peut aller lire l'index scientifique que j'ai réalisé, donc en collaboration avec tous ces scientifiques avec qui j'ai travaillé. Donc il y a vraiment l'idée de participation du spectateur comme une clé de lecture du projet. Et puis comme pour les autres travaux, il y a vraiment la volonté du travail d'immersion. Donc là, l'idée, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, c'est toujours de réactiver des moments de l'histoire de la photographie. Donc Anna Atkins, premier livre photographique, une des pionnières de la photo et une des premières à avoir expérimenté avec le cyanotype. Donc l'idée, c'était un peu de le moderniser et de sortir du cyanotype papier. Donc là, l'idée était de travailler sur plaque de verre, parce que ça me permettait également de réactiver une autre technique ancienne qui s'appelle l'orotone et qui consistait
à venir appliquer de la feuille d'or au dos d'un gélatino-bromure d'argent sur plaque de verre, ce qui fait que tous les transparents étaient rehaussés de doré. Et donc là, ici, pour avoir aussi un espace immersif, je suis venue rehausser tous les transparents du cyanotype sur verre, donc tout ce qui devrait être blanc sur papier, d'une peinture fluorescente. Donc déjà, l'idée, c'est que très directement, ça rappelle les couleurs de ces organismes vivants. Ça rappelle la protéine bioluminescente qu'une grande partie de ces organismes possèdent. Et aussi, surtout, ça me permet de plonger vraiment l'espace d'exposition dans le noir et de vraiment d'éclairer uniquement les pièces à la lumière noire et d'avoir vraiment une atmosphère abyssale, un peu type 20 milieux sous les mers. Et voilà, et qui est vraiment je pense une implication du coup beaucoup plus forte du spectateur. Avec les pièces sont souvent accompagnées d'une bande son, et donc l'idée c'est d'avoir quelque chose d'assez complet. La bande son, c'est une collecte de sons que j'ai commencé sur Tara. En fait, je suis tombée un peu amoureuse du concept d'enregistrer avec un zoom. Sur le Tara, on m'a demandé de faire un podcast. C'était un exercice hyper difficile parce que je devais m'enregistrer tous les jours, toute seule, à raconter mes journées. Et en fait, je me suis amusée à commencer à collecter plein de sons, donc le son des marins, le son des voiles, de l'eau, enfin de tout un tas de choses qui participent aussi à ce que cette expérience, elle soit tellement prenante. En fait, on est pendant un mois en pleine mer avec 14 autres personnes, c'est vraiment un huis clos, on voit pas la terre, il y a quelque chose qui est... Voilà, c'est vraiment très très... C'est un espace hors du temps qui est pareil, dans lequel on est plongé tout de suite dedans, et les sons participent aussi au fait qu'on soit tellement plongé dans un univers tellement spécial. Et donc après, moi j'ai juste continué à collecter plein de sons tout le temps que j'ai monté. En fait, comme pour la photographie, ça n'a pas un souci de véracité de vouloir retranscrire une ambiance sonore à un temps T. En fait, ça mélange aussi beaucoup de bruits de laboratoire, de bruits de prélèvement, de bruits sous l'eau quand j'ai fait de la plongée, du bruit sur l'eau, du vent. Et c'est vraiment quelque chose d'assez hybride et qui fait vraiment un mélange de toutes les expériences que j'ai pu avoir, que ce soit en laboratoire ou en mer ou en plongée pour faire les recherches du projet. Quand j'utilise le mot conte humain d'une eau qui meurt, en fait, c'est vraiment aussi pour signifier à travers le titre qu'il s'agit d'un récit aussi d'anticipation. En fait, tout de suite, quand on utilise le mot conte, on sait déjà qu'on rentre dans la fiction. Et moi, avec ce travail-là, il y a déjà une projection vers le futur. C'est comme si tout le plastique, puisque là, il représente les organismes vivants, c'est comme si tout le plastique avait été assimilé par les organismes qui maintenant ne seraient plus que plastique, en fait. Donc, c'est pas du tout véridique scientifiquement parlant, même si c'est inspiré de faits scientifiques, puisque le phytoplancton, par exemple, assimile le plastique, ce qui l'empêche de faire correctement sa photosynthèse et donc de nous produire de l'oxygène et absorber du dioxyde de carbone. Mais on n'en arrivera pas au point qu'il n'y aura plus que du plastique. Mais on a une mutation des gènes actuellement des organismes vivants, et vraiment l'idée d'utilisation de ce mot conte, c'est vraiment qu'on comprenne que aussi le projet, même s'il est ancré dans le réel, est quand même de l'ordre de la science-fiction. Le rapport au temps dans la construction de mon projet est assez particulier, parce que je dis très souvent que je suis fausse photographe. Je ne sais pas photographier à l'instinct, donc je ne suis pas le genre de personne qui va constamment avoir son boîtier sur elle. D'ailleurs, je ne possède plus
de boîtier numérique. En fait, c'est vraiment un travail de construction intellectuelle, puis de construction visuelle et physique de la matérialité, donc de la sculpture, pour ensuite après repasser par la photographie. Mais finalement, sur un projet par exemple comme les particules, qui est quand même un projet que j'ai construit en 2 ans, je pense que la partie où j'ai vraiment fait les photos est minime. Je pense que toutes les photos ont été calées en 2 semaines. J'avais tout préparé en amont. On a travaillé avec mon assistant en studio et voilà. Et en fait, il travaille énormément pour moi. C'est que même je me sens de temps en temps un peu désinvestie de la photographie. C'est beaucoup lui qui fait aussi mes photos. Moi, je considère que les artistes, on n'est pas obligé de savoir faire toutes les phases de production d'une image ou d'une sculpture. Et en l'occurrence, moi, ce que je trouve le plus important dans mon travail, c'est toute la recherche conceptuelle, tout ce que j'ai envie de raconter, donc aussi tout le travail de militantisme écologique. Et une fois que j'ai construit la sculpture, que je fais moi, une fois que je décide comment on va l'éclairer en studio, je ressens pas le besoin de faire moi forcément toutes les prises de vue. Et donc la partie photo prend une place dans le temps de moins en moins importante et je délègue aussi de plus en plus. Donc cet assistant qui est formidable fait aussi les retouches, je lui donne bien évidemment des directives, hein, je sais ce que je veux et ce que je cherche, mais c'est pas la partie qui me passionne le plus et donc finalement ça va avoir une importance beaucoup plus minime, alors qu'en revanche la pièce finale et donc le choix du papier ou du support pour le tirage, cette partie-là va de nouveau reprendre une importance assez primordiale et va nécessiter des temps de recherche aussi qui sont plus longs, mais la prise de vue à proprement parler vraiment est pas très importante en termes de temps et de durée dans ma pratique, et c'est vraiment plus la recherche des matériaux et de la problématique et du discours qui vont me prendre un temps assez long. Moi, je me fixe aucune limite dans la manière dont j'ai envie de travailler. Peut-être que effectivement, enfin, quand de toute façon on est créateur, on peut jamais savoir si à un moment donné on va se retrouver et avoir ce phénomène de la page blanche et ne plus savoir comment se renouveler ou comment réécrire de nouveau. Donc pour l'instant, je déborde d'idées sur différents matériaux que j'ai envie de travailler, différents modes, différents types d'écriture plutôt. Je travaille en ce moment sur des objets photographiques, donc des pièces qui sont mi-sculpturales, mi-photographiques. J'ai 3 projets en cours d'écriture, un qui n'est que de la sculpture, donc un qui est ce mélange de sculpture-photo, et un dernier qui va être de la tapisserie, mais à partir d'un carton fait d'un photomontage. Donc il y a toujours un tout petit lien avec la photographie, parce que même maintenant, quand je travaille la sculpture, il y a beaucoup la photographie 3D et la photogrammétrie qui interviennent. Mais pour l'instant, je me sens pas limitée et j'ai pas l'impression que je vais être limitée. Mais je sais pas, peut-être que dans 5 ans, je vais être à court d'idées, j'aurai plus rien à dire et du coup, je serai pas stimulée pour trouver des nouveaux modes d'expression. Mais actuellement, c'est vrai que j'ai envie d'essayer plein de choses. Je trouve ça hyper stimulant en fait de tout le temps être dans la découverte et pas toujours travailler la même matière en fait, et même pour l'esprit c'est beaucoup moins répétitif en fait. Un jour je vais faire de l'aquarelle, un jour je vais faire de la sculpture, un jour je vais faire de la peinture, et puis après je vais faire de la photo, et après pendant 3 mois je vais faire que lire des livres scientifiques, et le fait de changer tout le temps ça me permet d'être stimulée tout le temps en fait, et pas d'être dans une forme de quotidien même dans ma pratique artistique. Ce que j'ai envie de développer dans le futur, c'est plutôt continuer à découvrir plein de problématiques environnementales qu'on connaît
très peu et faire beaucoup de recherches et vraiment militer. C'est quelque chose qui est tellement important pour moi dans mon quotidien et j'arrivais pas à comprendre comment moi je pouvais militer de manière pertinente parce qu'il y a des militants qui sont formidables, qui prennent très bien la parole, qui sont très éloquents et qui savent bien parler et moi c'est pas mon cas. Et du coup j'ai compris que justement l'art me permettait ça et moi ce que je souhaite faire avec les prochains projets, évidemment découvrir des nouvelles matérialités, mais c'est pas une obligation non plus, hein. Si je dois rester sur les 5 prochains projets que sur de la photo, alors je resterai que sur de la photo. Moi, vraiment, ce qui me stimule le plus, c'est en fait apprendre toutes ces choses que je ne connais pas sur... là, en l'occurrence, en ce moment, j'ai ouvert un énorme chapitre de plusieurs années sur l'océan, mais peut-être après, ça sera... d'autres problématiques, mais apprendre toutes ces choses parce que je n'ai pas de bagage scientifique, j'ai pas été formée scientifiquement, j'ai une formation littéraire et je trouve ça juste passionnant de comprendre notre environnement. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Vision sur les plateformes de podcast, de Spotify en passant par Deezer, Apple Podcast et nos actualités sur notre site vision.photo, sur notre Instagram @podcastvision. Si vous avez quelques secondes pour noter et laisser votre avis, ça nous aide aussi beaucoup. À très vite pour parler de photographie.